On entend de plus en plus souvent, si tu veux devenir riche, il faut fuir la France. Moi aussi, à un moment donné de ma vie, j'y ai cru. Après avoir connu le succès, puis après avoir tout perdu, j'ai pris mes valises, j'ai tout quitté et je suis parti entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, après 25 ans d'entrepreneuriat, je vais vous révéler ma vérité. Est-ce que quitter la France est vraiment la solution miracle? Ou est-ce qu'on ne se raconte pas finalement une belle histoire pour fuir les vrais problèmes? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sans filtre avec mon vécu. Restez bien jusqu'à la fin parce que mon avis pourrait bien vous surprendre. Alors je voudrais revenir très rapidement sur ma situation puisque j'ai commencé à entreprendre très jeune, j'avais 23 ans. Donc aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'entreprends. Et quand je me suis lancé, je me rappelle, j'ai créé ma SARL à 50 000 francs puisqu'à l'époque, on parlait en francs. Et je me suis lancé finalement en pleine bulle et en pleine crise par rapport au e-commerce, puisque je me suis lancé dans le e-commerce. Il y avait des startups qui se lançaient à tout va sur différents, sur différents business models qui finalement reposaient sur pas grand-chose. Et puis, il y a eu un éclatement à un moment donné de cette bulle justement Internet. Et moi, je me suis lancé vraiment au tout début. Et j'avais donc 23 ans et c'était donc une SARL que j'avais créée avec un camarade de classe. Et donc, c'était du e-commerce. Donc, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, notre modèle était finalement pas un modèle de start-up, c'était un modèle d'entreprise classique, sauf qu'en fait, on vendait sur Internet. Plutôt que de vendre dans un commerce traditionnel, en fait, on vendait sur Internet. Donc, c'est un business qui a très bien fonctionné, qui existe toujours d'ailleurs, puisque au moment où je tourne cette vidéo, cette société existe toujours. Donc, elle a 25 ans, cette entreprise. Elle ne m'appartient plus puisque j'ai revendu mes parts, on va dire une dizaine bonnes d'années après. J'ai revendu toutes mes parts à mon associé parce que j'avais soif d'entreprendre et je voulais m'éclater. Je voulais franchement m'amuser, si on peut dire ça comme ça, parce que pour moi, on est vraiment, quand on entreprend, dans des terrains de jeu avec des règles, bien évidemment. Et puis, les règles peuvent changer, le terrain de jeu peut évoluer et c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, je suis parti sur notamment et principalement, puisque j'ai fait pas mal d'autres petites choses en parallèle, mais principalement, je suis parti sur une entreprise d'import-export. Donc en fait, j'importais de la marchandise d'Asie, c'est pour ça que j'allais régulièrement en Asie. Et ensuite, ces produits, je les dispatchais finalement dans des points de vente. Ce n'étaient pas des points de vente qui m'appartenaient personnellement, c'est des points de vente, on va dire, donc physiques, mais des points de vente de partenaires avec qui j'avais notamment contractualisé et avec qui j'avais des maîtres linéaires et sur lesquels je pouvais implanter ma propre marque. Donc j'ai développé ma propre marque, mon packaging, mon sourcing. Bref, ça a été une belle aventure. J'ai vraiment aimé cette partie de ma vie, c'était juste hyper excitant. Tu sourçais tes produits en Asie. À l'époque, pour rappel, il n'y avait pas AliExpress. Ça n'existait pas et tu allais sourcer réellement tes produits auprès des fabricants. J'allais même fabriquer des produits spécifiques en exclusivité pour ma propre marque. C'était vraiment juste excellent. Donc j'ai lancé cette entreprise qui a très bien fonctionné, mais il y a eu un revers à un moment donné de ma vie. Donc là, on arrive sur mes 38 ans et là, c'est la descente aux enfers et là, je pars en liquidation judiciaire, tout simplement parce qu'il y a eu un changement tellement important dans le modèle économique de cette activité que je n'ai pas pu, on va dire, rebondir rapidement, facilement. En plus de ça, il me fallait des fonds supplémentaires que je n'avais pas. Et déjà, moi, j'avais mobilisé énormément de fonds à titre personnel et je m'étais surtout porté caution de prêts professionnels. D'ailleurs, je ne te recommande pas du tout de faire ça. Ne te porte jamais caution de prêts professionnels. C'est vraiment la plus grosse erreur que je peux retenir aujourd'hui. Et donc, je me suis porté caution. Et donc, bien évidemment que quand l'activité, moi, j'étais persuadé que ça fonctionnerait très, très bien. Sauf qu'il y a eu un changement que je n'ai pas vu. Et on va dire, en l'espace de 6 mois, je perds 70% de mon chiffre d'affaires et tous mes clients, entre guillemets, déposent le bilan. Voilà, pour faire simple. Donc, moi, je suis entraîné dans cette tempête et donc, je dépose le bilan. Et là, qu'est-ce qui se passe? La banque, tout simplement, me réclame 200 000 euros sur lesquels je me suis porté caution que je n'avais pas. Donc là, j'ai échappé de peu à la saisie de ma résidence principale, mais j'ai été saisi sur l'immobilier et il a fallu que je mette en place un échéancier, un plan de paiement pour payer cette dette auprès de la banque qui aujourd'hui est soldée bien évidemment. Mais je peux t'assurer que c'était une période très difficile de ma vie et le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là pour, on va dire, me reconstruire personnellement, parce que se reconstruire professionnellement, ça passe aussi par de la reconstruction personnelle. Pour moi, les deux étaient énormément liés puisqu'en fait, toute ma vie, quelque part, repose sur l'entrepreneuriat. Et donc, le seul moyen que j'ai trouvé, ça a été de partir. Donc, je suis parti à l'étranger. Et j'ai relancé une activité, j'ai relancé du business à l'étranger qui a fonctionné
très rapidement. Mais parce que aussi je m'étais bien préparé, c'est-à-dire que j'avais bien identifié le potentiel qu'il y avait sur la ville. Donc c'était en Asie, comme je l'ai dit, c'était en Thaïlande, à Bangkok. Et donc j'avais bien identifié que ce business pouvait vraiment fonctionner. Et surtout, je m'étais fixé des objectifs et des plannings. C'est-à-dire que je me rappelle très bien quand je suis parti, en fait, j'avais déjà mon billet retour 15 jours après. Et en gros, je m'étais fixé 15 jours et je me suis dit, si en 15 jours, je n'ai pas récolté 5 clients, en fait, je rentre. Et j'en ai pas récolté 5, j'en ai récolté 7. Alors pas réellement 7 immédiatement, mais il y en avait certains qui m'ont dit voilà, le mois prochain c'est ok, on te confie nos biens, puisque c'est donc de la conciergerie Airbnb. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis reconstruit. Et là le business a juste décollé. J'ai déchiré mon billet retour et en fait je suis resté 2 ans en Asie. Et puis ensuite après pour des raisons vraiment pour le coup très personnelles, donc tu vois que ça y joue énormément le côté perso. Eh bien je suis revenu en France parce que j'avais des enfants de ma précédente femme et bien évidemment qu'à un moment donné, c'est bien d'entreprendre, c'est bien de s'éclater, c'est bien de s'amuser comme je le disais en introduction, mais il y a aussi la réalité de tes enfants et à un moment donné, je me suis dit si je continue dans cette voie, en fait, je perds mes enfants définitivement. Et est-ce que je la reverrai? Je ne sais pas. Et moi, je ne voulais pas de cette vie-là. En fait. Je me suis dit, je ne peux pas être égoïste et penser qu'à moi sur mon activité, gagner de l'argent. Je dois aussi penser à ma famille et à mes enfants. Alors bien évidemment qu'il y a une période de transition entre les deux. Moi je me rappelle faire des allers-retours en France tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'en gros, 2 fois par mois, le premier du mois je partais, le 15 je revenais et je repartais le premier suivant du mois suivant. Je faisais des allers-retours entre du coup l'Asie, donc la Thaïlande et donc du coup la France. J'étais un voyageur long courrier pour le coup, régulier, avec pas mal de miles pour le coup parce que bien évidemment que il fallait que j'assume ma vie en France, mais aussi que je continue mon business à l'étranger. C'est pour ça qu'après j'ai revendu, parce que cette situation était juste insupportable. Et j'ai choisi de revenir en France. Et en France, quand je suis revenu, je me suis reconstruit à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris les mêmes modèles économiques de ce que j'avais pu créer à l'étranger et j'ai refait la même chose en fait. Donc conciergerie d'appartement, sous-location et je suis même reparti dans l'investissement immobilier. Pourtant, j'étais blacklisté auprès des banques, tu te doutes bien, mais j'ai réussi à démontrer que j'avais la capacité à rebondir, à repartir. J'ai une banque qui m'a fait confiance. D'ailleurs, c'est la Caisse d'épargne, je l'ai citée, voilà. Je me rappelle mon conseiller, merci à lui. Il m'a fait confiance et ça m'a permis de repartir et de me relancer dans une carrière aussi d'investisseur immobilier. Donc là, c'était juste excellent. Et puis ensuite, vous m'avez connu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et c'est comme ça que vous êtes amené peut-être à prendre des formations ou à me suivre en tout cas sur mes différentes chaînes YouTube. Donc ça, c'était ma partie introduction. Alors maintenant, on arrive à la partie pourquoi certains pensent qu'il faut fuir absolument la France. Donc il y a plusieurs raisons principales. La première, c'est la fiscalité. Parce qu'en fait, la France fait partie du top 3 des pays les plus fiscalisés. Donc en gros, vous payez énormément d'impôts. Oui, parce que quand vous payez de la TVA, quand vous payez de l'impôt sur les sociétés, et qu'ensuite vous payez de la flat tax ou peu importe, si vous avez une tranche marginale d'imposition inférieure, vous payez vos impositions sur le revenu. Quand vous additionnez tout ça, et je ne parle pas des CFE, bref, toutes les autres petites taxes qui y a à droite à gauche, quand vous additionnez tout ça, eh bien, vous vous rendez compte que vous laissez quasiment 70% en fait de ce que vous gagnez dans votre entreprise à l'État. Et en plus de ça, en France, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'argent de votre entreprise. L'entreprise est une personne morale, ce n'est pas vous. D'accord ? Vous n'êtes que finalement le gérant, le directeur, ce n'est même pas vous. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je me rappelle que quand j'ai déposé le bilan d'une de mes entreprises, je me rappellerai tout le temps que le juge avait demandé à voir un de mes salariés en lui posant des questions, en lui demandant est-ce que vous sentez que c'est légitime qu'il dépose le bilan, qu'il arrête l'activité. Et en gros, il cherchait à démontrer que l'activité pouvait peut-être continuer. Elle aurait pu continuer parce qu'on peut passer par la phase redressement judiciaire, on n'est pas obligé de passer directement en liquidation. Moi, j'avais demandé une liquidation simplifiée. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en fait, là, tu te rends compte que tu n'es plus vraiment maître de ton entreprise. En fait. C'est-à-dire que en fait, tu as vraiment un liquidateur judiciaire qui prend la main et lui peut décider et peut finalement avoir un autre point de vue que le tien
par rapport aux dépenses que tu as pu faire, par rapport aux cotisations que tu as pu verser, etc. Il peut finalement tout remettre en question. Et donc, tu te rends compte que ce n'est pas ta boîte en fait. Hein. Tu n'es que le président si tu es en SAS ou tu n'es que le gérant majoritaire si tu es en SARL. Donc ça, c'est la première chose auquel je pense, et ceux qui veulent fuir la France, quitter la France, c'est parce qu'ils se disent « j'ai payé mon impôt ». Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est la complexité administrative. C'est vrai qu'en France, c'est compliqué parce que quand tu veux demander, par exemple, moi je suis en train de faire une cession d'un immeuble, en fait, il y a toute une procédure. Il faut des autorisations, etc. Il faut mettre un panneau et attendre plusieurs mois pour être certain qu'on puisse lancer la rénovation. Enfin, en fait, il s'écoule des mois et des mois et des mois et c'est des lourdeurs administratives, mais j'ai envie de te dire sur tous les plans. Je vois par exemple dans le cadre de mes formations, c'est une lourdeur administrative, c'est juste incroyable. Ceux qui pensent que c'est très simple, je peux t'assurer que non, c'est vraiment une activité complexe. Tout comme d'ailleurs l'investissement immobilier, même si on dit que c'est facile, oui, sur le papier c'est facile, mais je peux t'assurer que derrière, tu as toute cette lourdeur administrative qui franchement complexifie énormément de choses. Alors, il y a quand même des choses positives, je trouve, sur ce côté-là, notamment le statut micro-entrepreneur, c'est une petite activité. C'est vrai que la lourdeur administrative, il n'y en a pas tant que ça. Mais sinon, franchement, c'est quand même une sacrée lourdeur, moi je le vois bien. Et dès que tu commences à avoir plusieurs entreprises, des holdings, etc., alors là, je te le dis, j'ai été obligé d'embaucher en fait un DAF, un directeur administratif financier pour pouvoir organiser mes entreprises. Tellement ça devenait compliqué que moi-même et mon expert comptable en fait, ne voulaient pas assumer la responsabilité de l'organisation de tout ça. Donc ça, c'est un deuxième point effectivement qui font que les gens, les personnes… Alors ensuite, autre chose que moi, en tout cas, j'ai pu remarquer, et vous me direz dans la partie description ce que vous en pensez, c'est le manque de soutien qu'on a par rapport aux entrepreneurs. C'est vrai qu'en France, on a l'impression que le seul schéma que valide finalement notre gouvernement, c'est le schéma salarié. Donc en fait, tu as fait tes études, une fois que tu as fini tes études, tu pars en tant que salarié et ça va très bien comme ça en fait. Mais on ne se sent pas du tout soutenu en tant qu'entrepreneur. Moi, encore une fois, je me rappelle très bien quand je suis allé en liquidation judiciaire, quand tu te retrouves au tribunal devant le juge et devant les liquidateurs judiciaires, tu passes derrière dans une salle où tout le monde se retrouve, tous ceux qui sont en liquidation, parce qu'en fait, il y en a tous les jours. Hein. Là, en fait, moi, je te le dis comment je l'ai ressenti, j'ai vraiment été pris comme une merde en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu es vraiment un moins que rien, tu es vraiment un nul, tu es un naze. Tu as coulé ta boîte, c'est bien fait pour ta gueule et on va rien faire pour t'aider. D'ailleurs, on te le dit clairement, hein, on te dit, tu sais, tout ce qui est cotisation sociale, etc., ça c'est pour toi, hein, ça c'est pas pour l'entreprise. On te le dit direct en fait, hein, et j'ai trouvé ça même surprenant. Et en fait, là tu te sens plus du tout soutenu. Moi, le seul soutien que j'ai trouvé, heureusement que je l'ai fait, c'est que j'ai pris un avocat. C'est le seul moyen que j'ai eu d'avoir un soutien. Parce qu'un soutien familial, un soutien dans ta propre famille proche, etc., c'est compliqué en fait. Hein, parce qu'eux, s'ils sont pas entrepreneurs, ils ne partagent pas du tout le même délire que toi. Et en plus de ça, l'image que tu renvoies, c'est une image négative. Hein. D'ailleurs, tu es fiché Banque de France. Moi, je t'ai fiché pendant 3 ans. Et je n'ai pas fait d'erreur. Hein. Je n'ai pas fait d'erreur administrative, etc. C'est juste qu'automatiquement, dès que tu fais un dépôt bilan d'une entreprise, c'est automatique, en fait, tu es fiché. Parce qu'en fait, ils considèrent que tu as perdu de l'argent, donc tu es fiché. Et donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, et moi je le sais encore aujourd'hui, hein, après finalement, maintenant, ça va faire plus de 10 ans que j'ai déposé le bilan de cette fameuse boîte. Plus de 10 ans. En fait, ça me colle toujours. En fait, j'ai toujours une étiquette sur mon dos, quoi. Ou sur mon front, peu importe. Tout simplement parce que je vois encore, il y a de ça même pas 6 mois ou 8 mois de ça, j'ai voulu faire une demande de crédit. Et là, j'arrive devant quelqu'un qui analyse mon dossier, qui me dit « mais vous pourriez me réexpliquer il y a 10 ans ce qui s'est réellement passé, etc. » Et là, tu te dis « waouh, ça va durer combien de temps cette histoire ?» Et donc, en fait, en France, tu n'es pas soutenu. Donc, en fait, tu le sais. Alors déjà, tu n'es pas soutenu dans la création de tout ce que tu fais, même si on dit qu'il y a des aides et tout. Bon, faut arrêter. Alors, il y a quand même des choses positives, hein, notamment ceux qui sont, par exemple, qui finissent leur carrière salariée et qui ensuite entreprennent, ils ont la RE notamment, et donc pendant 2 ans, quasiment 2 ans, ils touchent 70-80% de leur salaire. Ça, je trouve ça très bien pour le coup, parce que ça permet de faire une transition et ça te laisse le temps de créer ta boîte. Donc ça, par contre, je trouve ça juste excellent et ça, tu n'as pas ça dans d'autres pays, hein, franchement. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça s'arrête là, quoi. Et moi, je te le dis, je ne me sens pas du tout soutenu en tant qu'entrepreneur. Je me sens observé. Observé.
au quotidien. Je me sens surveillé. Et en gros, le moindre écart que tu vas faire, on va te tomber dessus et on va t'aligner. Donc ça, c'est cette partie-là qui, moi, me gêne aujourd'hui énormément et ce qui, je pense, motive les gens justement à quitter la France. Et enfin, une dernière chose qui motive les personnes à quitter la France, c'est pour moi le coût de la vie. Le coût de la vie est élevé aujourd'hui, même quand tu es entrepreneur, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es entrepreneur, même si tu gagnes énormément d'argent, je peux t'assurer que tout a été réfléchi et pensé pour que, en fait, il te reste un peu plus que la moyenne, bien évidemment, que tu gagnes un peu plus, mais tu ne seras pas riche, quoi. Tu ne seras pas riche, tu ne pourras pas t'acheter la dernière voiture de sport, etc. Alors, tu verras sûrement des gens qui te diront que c'est possible, etc. Je pense que c'est surtout avec le temps, mais tu ne pourras pas te pavaner avec des belles bagnoles, etc. Ou alors, c'est qu'en gros, tu as cramé tout ton pognon. Parce qu'à un moment donné, si tu es quelqu'un d'intelligent, tu construis ton avenir. Donc, ça veut dire que tu investis. Moi, par exemple, je partage beaucoup ça avec Pierre et avec Camille, mon fils. Je leur dis, votre argent, plutôt que de le dépenser, investissez. Construisez votre futur. Comme ça, à 30 ans, vous êtes libre financièrement, vous êtes vraiment tranquille, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les points qui motivent justement beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, à quitter la France. Alors effectivement, on ne va pas se mentir, quand on part à l'étranger, effectivement, le gros avantage, c'est qu'on a une fiscalité qui est beaucoup plus souple, voire nulle dans certains pays, mais pour moi, je te le dis comme je le pense, aujourd'hui, tout est en train plus ou moins de s'harmoniser et il y aura forcément une fiscalité dans tous les pays de France, dans tous les pays du monde, pardon. Et je vois par exemple en Thaïlande, ils ont instauré une fiscalité qu'il n'y avait pas auparavant. Ça y est, c'était instauré en 2024. Donc tous les flux qui rentrent en France, en fait, sont fiscalisés. Donc moi, je suis pour qu'effectivement, il y ait de la fiscalité. C'est évident, ça permet de participer à l'effort collectif du pays, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a un moment donné, il y a une disproportion entre la réalité, en fait, à quoi ça sert finalement cet argent? Il sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait les vraies questions et je pense que c'est ça qu'ont les Français comme question. Donc aujourd'hui effectivement, tu quittes la France parce que tu te dis je vais trouver une fiscalité plus intéressante, ok. Ensuite c'est parce que tu vas peut-être avoir un confort de vie, ça va être moins cher en fait là où tu vas. Je vois par exemple en Thaïlande, c'est vrai que tu manges pas très cher, mais attention, hein, dès que tu commences à aller dans des restaurants étrangers, français ou autres, italiens ou autres, là tu payes le même prix qu'en France. Mais c'est vrai que de manière générale, les logements sont moins chers, enfin tout est moins cher et souvent des fois avec des services supplémentaires. Donc ça, pour le coup, moi je sais que personnellement, ça me convient carrément et là je me dis, en fait quelque part, je monte d'une classe sociale naturellement en fait, mécaniquement, sans gagner plus en fait, avec la même somme d'argent, finalement je gagne une classe sociale. Donc ça forcément, et c'est ce que cherchent aujourd'hui notamment beaucoup de jeunes, parce qu'il y a aussi l'effet réseaux sociaux, etc. qui fait que il y a une forme de surenchère, une forme de… où on peut voir les choses. Moi, à mon époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, forcément, tu n'avais pas forcément connaissance que tout ça existait en fait. Et puis, ce n'était peut-être pas forcément aussi autant développé. Je vois par exemple la Thaïlande, aujourd'hui, c'est énormément développé. Ce n'était pas le cas, effectivement, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Mais tu me diras, en France, c'était pareil aussi, hein, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il y avait tout juste Internet. Voilà, c'était… donc, je pense qu'on… C'était à peu près les mêmes configurations. Il y a aussi, bien évidemment, du coup, l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins de lourdeur administrative, c'est quand même beaucoup plus simple. Des documents, tu peux les avoir très rapidement. En 24-48 heures, tu as des documents où tu fais des demandes ou autres. C'est quand même traité rapidement, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un point fort. Et puis aussi, moi, je me rappelle quand je suis parti à l'étranger, ce que j'ai trouvé d'excellent quand je suis venu ici, c'est la reconnaissance entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, même tes salariés, les personnes qui bossent avec toi sont contents de travailler avec toi. En fait, sont contents que tu mettes en place ce business, etc. On sent une dynamique, même une dynamique entrepreneuriale avec d'autres entrepreneurs. On sent qu'il y a ce côté, en fait, on est heureux d'entreprendre. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, notamment, vont sur des hubs comme par exemple Bali, Chiang Mai en Thaïlande, il y a aussi Bangkok. Il y a des hubs comme ça dans le monde où tu as énormément en fait, de freelance, de gens qui bossent sur Internet, marketing, site e-commerce, infoprenariat, enfin bref, il y en a vraiment tout un tas. Et parce que ils se retrouvent dans une dynamique, effectivement, une dynamique positive, où en fait on se retrouve entre nous en tant qu'entrepreneurs. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que moi je bosse avec Pierre et Camille, parce que effectivement, je suis content
d'avoir ce noyau et je suis avec des jeunes en plus, moi je suis plus vieux donc forcément ça m'inspire aussi puis ça me motive à d'autres idées puis eux ils ont des idées forcément plus liées à leur génération. Donc ça c'est super intéressant et donc ça te motive effectivement à entreprendre. Mais je vois par exemple quand j'étais en France, j'ai jamais trouvé ça. Tu vas me dire j'ai peut-être pas trouvé, j'ai peut-être pas forcément cherché mais c'est vrai que j'avais pas forcément trouvé ça. Alors qu'on soit clair, hein, au moment de cette vidéo, là, on arrive à un point de cette vidéo, je ne suis pas en train de critiquer la France. Je suis en train de faire juste un constat, mon constat, et un constat aussi que finalement, peut-être toi, tu te reconnais aujourd'hui dans ce que tu peux faire. Mais il faut aussi parler des inconvénients. Parce qu'il y a des inconvénients. Il y a déjà tout l'éloignement familial. Pourquoi, à un moment donné, je suis reparti en France? Parce que c'est l'éloignement familial, je n'avais pas mes enfants. Aujourd'hui, je suis revenu. Mais c'est parce que mes enfants ont grandi, mais je ne vois plus mes parents. J'ai encore mon troisième année fils qui va fêter ses 18 ans cette année. Il est encore jeune et c'est vrai que je loupe du temps avec lui. Alors, on va le retrouver par la suite, on prévoit plusieurs fois dans l'année pour se voir, passer du temps, etc. Mais tu comprends que en fait, ça n'a pas de prix, quoi. Et ça, c'est ce qui est le plus important, avoir de l'argent et être tout seul. Et versus j'ai pas d'argent ou j'en ai très peu et je suis avec des gens qui m'aiment, moi je choisis la deuxième version. Je prends la version où j'ai pas d'argent et je suis avec les gens qui m'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu es pareil. Donc ça, il faut le prendre en considération parce que quand tu es à l'étranger, tu es un peu tout seul, quoi. Alors oui, tu as ton réseau d'amis, etc. Mais enfin, c'est des amis que tu as rencontrés dans un cadre quand même plus ou moins professionnel. Ce n'est pas des amis d'enfance comme tu peux avoir, que tu as pu te faire notamment quand tu vivais en France. Donc ça, ce côté-là peut être, à mon sens, un vrai point faible. Alors aussi, généralement, alors c'est pas généralement, mais aussi dans pas mal de pays, il y a quand même des formes d'instabilité politique. Alors, je ne dis pas que tous les pays sont concernés comme ça, mais tu vas me dire en France aussi, c'est pas faux. Mais il y a quand même des pays qui sont quand même, je pense, plus en danger que d'autres. Mais la France, on peut aussi en parler, hein, c'est évident. Tu me diras dans la partie description ce que tu en penses. Mais tu vois, il y a des pays où tu peux te sentir un petit peu moins en stabilité. Tu sais que des fois, il peut y avoir des coups d'État, il peut se passer des choses. L'histoire l'a dit, il y a eu précédemment des coups d'État. Et donc, le pays se transforme pour le coup. Tu vois, il est plus vraiment, il correspond plus vraiment à ce que toi, tu pouvais imaginer. Donc ça peut jouer. Pour moi, ça peut être un inconvénient, même si personnellement, je ne vois pas ici aujourd'hui, quoi. Autre chose aussi, dans les inconvénients, c'est le risque de se sentir étranger finalement toute sa vie. Parce qu'en fait, tu as toutes les histoires de visa qu'il faut renouveler. Là, par exemple, je dois renouveler le mien, donc c'est toute une procédure. C'est assez, enfin, c'est pas que c'est long, c'est rapide, parce que ça va être traité dans le jour même, mais il y a quand même tout des tas de documents à préparer. Ça va être traité rapidement, comme je te le disais, mais il y a quand même des documents à préparer. Et tu sais que en fait, c'est que pour un an. Et tu sais que l'année suivante, il faut remettre ça, et etc., etc. Et en fait, tu te sens vraiment étranger, quoi. Par exemple aussi, moi, là où je vis, par exemple, c'est souvent que quand tu vas visiter des choses, etc., tu as deux prix. Tu as le prix local et tu as le prix des étrangers. Et donc, même si tu vis localement, tu fais toujours partie des étrangers. Donc, tu payes le prix des étrangers. Et ça, des fois, c'est un peu pesant parce que c'est pour ça que moi, j'apprends, par exemple, la langue du pays parce que je veux me sentir au plus proche, en fait, de la population et je veux me sentir vraiment ancré dans le pays, quoi. Mais justement, on arrive au dernier point, c'est l'ancrage. C'est comment arriver à vraiment être bien ancré dans la culture. Donc pour moi, ça passe par la langue, je pense, franchement. Par aussi des personnes que tu côtoies, famille éventuellement ou amis. Donc moi, forcément, je parle famille parce que je suis marié avec une étrangère, mais si aujourd'hui tu ne l'es pas, il faut que tu te fasses des amis locaux et que tu arrives à parler comme eux pour vraiment essayer d'ancrer un maximum. Mais certains, je sais, ne vont pas y arriver. Et donc, je pense que ça peut devenir un inconvénient parce qu'au bout d'un moment, tu te sens un petit peu étranger, quoi. Alors, autant au début, ça a le côté plaisant, tu découvres le pays, c'est cool, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça peut être pesant, cette situation, de te dire je suis tout le temps étranger, en fait, au pays, quoi. Et ça peut jouer, je pense, dans le fait que tu quittes la France, justement. Alors, on arrive maintenant à un moment de la vidéo où, pour moi, en fait, le vrai problème, c'est pas forcément tout ce que je viens de te dire là.
c'est que le vrai problème, en fait, il existe, tous ces problèmes-là, en fait, il y a des problèmes partout. Peu importe dans quel pays tu es, que ce soit en France ou d'autres pays, tu as des problèmes partout en fait. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as prévu d'entreprendre, pour moi, c'est avant tout, avant de penser à s'expatrier, avant de penser à quitter la France, c'est déjà développer ton mindset d'entrepreneur. C'est-à-dire que ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu dois réussir, que ce soit en France ou à l'étranger, tu réussiras en fait. Moi, j'ai la bonne preuve. J'ai réussi à l'étranger, j'ai réussi en France. Je me suis planté aussi en France, mais je peux très bien me planter aussi à l'étranger. Et en fait, ce n'est pas lié du tout au pays. Pas du tout. Si tu dois réussir, tu réussiras, en France ou ailleurs. Donc aujourd'hui, si tu te poses la question, il vaut mieux que je parte pour entreprendre, pour réussir, non. Tu réussiras aussi en France. Si ton projet était viable et que tu réussiras aussi en France. Avec son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Je pense aussi que certains échouent parfois ou sont en voie d'échec et ils se disent qu'en fuyant le pays, quelque part, ils vont trouver une excuse en fait à leurs problèmes. Parce qu'en fait, ils ont des problèmes, on va dire, des problèmes qu'ils ont aujourd'hui, ou que vous avez peut-être aujourd'hui. Et en fait, vous dites que le fait de partir, c'est parce que, en fait, en France, on ne peut pas y arriver, le climat politique, ça n'arrête pas de changer de gouvernement, la fiscalité est trop lourde, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est aussi un moyen, finalement, de justifier le fait que vous n'y arrivez pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En vous disant, de toute façon, je suis dans un autre pays, c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est que peut-être qu'effectivement, la fiscalité sera meilleure, tu gagneras plus d'argent, tu iras plus vite. Oui, tu iras plus vite peut-être sur des objectifs que tu t'es fixés. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas en France. C'est juste que la fiscalité fera que tu iras moins vite. Ça, c'est clair. On le voit par exemple sur les business de sous-location, de conciergerie, tous les business que je peux parler sur cette chaîne YouTube, ils fonctionnent en France. D'accord? Ça fonctionne. Le truc, c'est que vu qu'il y a une fiscalité qui est plus importante, il y a un coût de vie qui est plus important, en fait, tu es en attente beaucoup plus importante, toi. Et donc, tu te dis, en fait, il faut que je parte à l'étranger. Parce qu'en fait, en France, ça ne marche pas. Mais c'est faux. Ça fonctionne. C'est juste que, pour moi, avant de partir à l'étranger, avant de fuir, entre guillemets, la France, pour moi, tu dois déjà réussir en France. Et là, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se lancent en freelance du jour au lendemain, qui quittent la France et ils se disent je lance une activité de freelance à l'étranger en fait. Alors, pour moi, en se disant que c'est l'Eldorado, que tout va cartonner, que vous allez vous développer. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'effectivement, vous pouvez très bien vivre un petit peu en mode justement économie, etc. Et il y a certains pays où effectivement le coût de la vie est moins cher, tu peux te prendre des appartements à 200 € par mois, 200-250 €, tu vas peut-être pouvoir manger pour 500 € par mois, enfin tu vas faire énormément d'économies. Donc effectivement, ça veut dire que tu te donnes un maximum de possibilités pour que ton projet puisse fonctionner. Mais ça va bien pour des jeunes, pour des personnes qui sont toutes seules. Mais si par exemple tu es en famille, tu as des enfants, tu as une femme, ou tu as 30 ans, 40 ans, etc., je me vois mal, je trouve ça très étonnant que tu fasses ce parcours-là, tu vois. Donc pour moi, c'est d'abord réussir en France, commence à gagner de l'argent, fais voir que tu y arrives et après tu vois effectivement pour prendre ton envol ailleurs, à l'étranger et pouvoir gérer justement ton business éventuellement depuis l'étranger. Tu échapperas peut-être pas derrière la fiscalité parce qu'en fait tes revenus seront issus principalement de la France, donc tu échapperas pas à ça. Mais par contre, tu auras certainement un coût de vie qui sera plus intéressant et un confort de vie qui sera aussi plutôt agréable. Peut-être qu'aujourd'hui tu es à un stade où le climat t'étouffe, tu te sens étouffé, tu te sens… plutôt que de se dire je vais m'expatrier et je pars à l'étranger, est-ce que tu ne peux pas te prendre des bouffées d'air? Est-ce que tu ne peux pas partir 1 mois, 2 mois, quelques mois dans l'année, revenir? Tu vois ce que je veux dire? Faire des étapes en fait. Passer par des étapes intermédiaires où tu prends ces bouffées d'air pour ensuite revenir en France. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Et surtout, si tu mets en place par exemple des business en France, tu auras forcément besoin d'y retourner pour…
pour te sentir… Moi, par exemple, tu vois, je sais que ça me manque aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis ici, je sais que j'ai mes activités en France qui continuent. J'aimerais des fois aller dans mes appartements. J'aimerais un peu, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez… j'aime le terrain. Et j'aimerais y aller pour pouvoir un peu faire un point sur ce qui se passe là. Tu vois tout à distance, c'est bien gentil. Mais j'aime bien, moi, personnellement, être dans la production aussi, d'être on va dire, sur le terrain. Donc ça, je sais que, par exemple, moi, personnellement, c'est des choses qui me manquent, quoi. Et ce que je vais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que ne crois pas que partir et donc quelque part fuir et donc partir, t'expatrier, etc. est la solution magique. Ce n'est pas la solution magique. Parce que pour moi, c'est pose-toi bien les bonnes questions. Est-ce que tu ne dois pas plutôt essayer de résoudre et éventuellement prendre ta liberté intérieure pour ensuite prendre ta liberté géographique? Et là, ça fait toute la différence. Donc, il ne faut pas, à mon sens, tout mixer en pensant que c'est la solution magique. Parce qu'en fait, tu vas risquer d'être déçu, je te le dis, et ce n'est pas forcément la bonne solution. Ça peut l'être, mais à un moment donné de ta vie. C'est pour ça que c'est important de bien poser aujourd'hui quelles sont tes problématiques à l'instant T. Et il ne faut vraiment pas que ça soit fait sur un coup de tête, quoi. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent j'en ai marre. D'accord, t'en as marre, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas entreprendre? Combien je vois ici, moi, en Thaïlande, de mecs qui arrivent, ils créent des bars, créent des restaurants, créent des discothèques. Non mais d'accord, mais ça c'est du vu et revu. Et tu as des gens en plus qui s'inventent une carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, ils se lancent à lancer un bar, ils n'ont jamais tenu de bar de leur vie, quoi. Donc ils ne se rendent pas compte de tous les impacts que ça a. Les horaires à rallonge, puis c'est un autre business, quoi. Et puis c'est pas parce que tu ouvres un bar que ça va marcher, quoi. Par contre, si tu as été effectivement, tu as fait des bars, tu as tenu des bars en France, etc., puis qu'à un moment donné, tu te dis je veux tenter l'aventure à l'étranger parce que j'ai envie de changer. Ok, tu as une expérience, tu sais ce que c'est que les bars, tu as fait une étude de marché, ou tu as des opportunités éventuellement à saisir. Là, tu vois, l'approche elle est complètement différente. Donc franchement, je te le dis, avec toutes ces années d'entrepreneuriat, mon expérience a démontré que tu peux réussir partout dans le monde en fait, et en France aussi. D'accord? C'est plutôt un choix de vie, plutôt qu'en se disant « il faut que je parte à l'étranger, est-ce que je vais réussir mieux ?» Non, pas du tout. En plus de ça, si tu pars avec ta femme et tes enfants, il faut que tes enfants aussi ils s'acclimatent à cette vie. Et ta femme ou ton mari, tout dépend, bien évidemment, qui s'acclimate aussi à ça. Parce que peut-être que toi, tu as une activité entrepreneuriale, peut-être que lui ou elle n'a pas d'activité entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ou qu'est-ce qu'elle va faire, elle? T'as regardé travailler? Ça va durer un mois. Donc ça, il faut se poser bien les bonnes questions. Et vraiment, cette vidéo a été là pour t'alerter, pour te faire comprendre que ce n'est pas la solution miracle. D'accord? Ce n'est pas la solution miracle. Ton business peut fonctionner en France et rien ne t'empêche de partir à l'étranger pour t'oxygéner 1 mois, 2 mois, 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Il n'y a aucun problème. Et ton business est toujours en France. Et il fonctionne. Et peut-être que dans un second temps, tu verras effectivement pour prendre l'expatriation parce que tu auras bien construit et tu auras bien ce que tu fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est viable, qui fonctionne et donc tu peux te permettre effectivement de faire cette aventure. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi justement dans la partie commentaire, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut fuir, il faut quitter la France pour réussir ou est-ce que, au contraire, on peut réussir dès maintenant? Il n'y a pas forcément besoin de s'expatrier pour pouvoir réussir et monter un business à succès. J'attends vos avis, bien évidemment. Ça me fera toujours plaisir de les lire et de les découvrir. Comme vous le savez, cette vidéo touche à sa fin et surtout, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut et on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!